les osteomalacies, on a les maladies endocriniennes que nous n'allons pas voir ensemble. Donc, elles traduisent sur le plan radiographique une hypertransparence osseuse qui est visible sur les radios standards et vérifiable par ce qu'on appelle la densitométrie osseuse. On va voir c'est quoi comme examen qu'on appelle la DNO, densitométrie osseuse. D'accord? Ça va jusqu'à présent? Oui, ça va. Elles correspondent à une fragilité qui peut se traduire soit par une fracture pathologique axiale. Quand on dit axiale, ça veut dire le rachis. Donc, soit le malade consulte pour des fractures des tassements vertébraux. Donc, tout ce qui est fracture vertébrale, on l'appelle tassement vertébral. Et ou périphérique, le plus souvent, c'est dépisté aux urgences d'orthopédie quand les malades se fracturent le col ou le poignet. Et là, les chirurgiens en général les adressent en rhumatologie pour exploration de fragilité osseuse, qu'on appelle fragilité osseuse, et bien sûr, ouvre soit une ostéoporose, soit autre chose qui peut expliquer cette fragilité. Donc, alors, avant d'aborder ce thème, donc on doit avoir certaines bases de physiologie du tissu osseux. Il faut savoir que l'os est un organe vivant, donc ce n'est pas du tout une charpente de cartilage ou de collagène, pas du tout. C'est un organe qui est composé principalement de deux structures, donc une composante organique qui constitue le tiers du poids de l'os. Et on a une composante minérale, voilà, qui constitue les deux tiers du poids de l'os. La composante organique est très importante parce que ça contient de ce qu'on appelle la matrice osseuse. C'est à base du tissu ostéoïde. C'est un os qui est jeune, qui n'est pas encore minéralisé, qui est riche en collagène et en protéines en collagène aussi, et qui contient surtout les cellules osseuses très importantes à la régénération de cet organe, qui sont les ostéoblastes. Ce sont les cellules qui fabriquent de l'os, si vous voulez. Et les ostéoclastes sont les cellules qui détruisent l'os. Donc, cet organe est en remodelage permanent et on a un équilibre entre la résorption et la reconstruction de l'os qui se fait en général, qui est orchestré par les ostéocytes. Puis après, cette composante organique se minéralise pour que ça soit plus solide, plus dur, et se minéralise grâce au cristaux d'hydroxyapatite, donc du calcium phosphore, sous l'action de la vitamine D. Donc, il faut savoir qu'on a deux types d'os. Vous êtes là? Ça va? Oui, docteur. Très bien. Donc, il faut savoir qu'on a deux types d'os. On a l'os cortical qui est compact et qui est plus solide, qu'on retrouve au niveau principalement des os lents. Et on a l'os trabéculaire. L'os trabéculaire, c'est un os qui contient des porosités où siège la moelle osseuse. Voilà. Donc l'os cortical et l'os trabéculaire. L'os trabéculaire, on le trouve surtout au niveau des os plats, les côtes, le bassin et principalement les vertèbres. Donc, alors, le diagnostic en général des ostéopathies raréfiantes se fait lors d'une fracture. Donc, si le malade fracture pour un traumatisme à basse pression, basse force, donc là, on se pose des questions, est-ce que c'est un os dur ou pas? Mais aussi, on peut poser le diagnostic avant la fracture. Et c'est ça le but de la médecine moderne, c'est qu'on dépiste ces ostéopathies avant que la fracture ne survienne, surtout chez le sujet âgé, parce qu'elle augmente ce qu'on appelle la mortalité et les morbidités. Donc là, soit devant une radiographie qu'on demande pour raison X ou Y, que ce soit pour dépistage ou en radiographie du thorax ou le plus souvent un aspect, etc. Et là, on remarque une hypertransparence osseuse, donc qui peut être visible bien sûr sur les radios. Par contre, cette hypertransparence osseuse n'est visible qu'une perte de plus de 30% de la tonalité osseuse, donc vraiment un stade un peu avancé. Pour cela, il y a eu l'invention de ce qu'on appelle l'ostéodensitométrie ou l'absorptiométrie à rayon X d'EXA, qui est un examen actuellement créé de base afin de dépister ce qu'on appelle les ostéoporoses densitométriques. Donc, sur la densitométrie, on retrouvera une baisse densité minérale osseuse. Ça ne veut pas dire que c'est une ostéoporose. Cet examen ne pose pas le diagnostic d'ostéoporose, maladie, mais plutôt d'ostéoporose densitométrique. Donc là, on explore, on va voir ensemble comment explorer un os qui est déminéralisé sur la DEXA
et afin de retenir le diagnostic d'ostéoporose. Donc la DMO est fortement corrélée au risque fracturaire parce que si on a une diminution sur la DMO de 10%, on a un risque de 2 fois de se fracturer. Et si on a une diminution de 20%, ce risque se multiplie par 5. Les sites en général de pratique de la densitométrie sont le rachis lombaire et le col fémoral. Avez-vous des questions? Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. D'accord? Hello. D'accord, docteur. Merci. D'accord. Vous pouvez m'interrompre et poser vos questions, il n'y a pas de souci. D'accord? J'essaierai de répondre au fur et à mesure. Donc, voilà. Alors, l'ostéomalacie, donc première pathologie, première ostéopathie raréfiante bénigne à aborder lors de son cours. Les ostéomalacies, en fait, c'est l'équivalent du rachitisme chez l'enfant. Vous allez voir les types les rachitismes au cours de votre stage de pédiatrie. Chez l'adulte, on parle d'ostéomalacie. En fait, c'est une ostéopathie qui est bénigne, qui est diffuse, donc ça ne concerne pas un segment osseux, mais ça touche tout le squelette et qui se caractérise par un retard de minéralisation. Donc, on a une matrice osseuse organique qui est là, qui est fabriquée, mais qui n'est pas minéralisée, donc soit par manque de calcium, soit par déficit en vitamine D. C'est la cause la plus fréquente, le déficit en vitamine D. C'est une matrice qui est nouvellement formée, qui, quand elle n'est pas minéralisée, ça conduit à une accumulation de tissus ostéoïdes non calcifiés au niveau de l'os. Donc, ça entraîne une fragilisation excessive du squelette. Bon, le squelette est formé, si vous voulez. Il y a de la matrice osseuse, mais qui n'est pas minéralisée, donc il devient mou. L'os devient mou. Induit la survenue de fractures, mais surtout de fissures et de déformations plutôt que de fractures. Ça existe, les fractures dans l'ostéomalacie, mais surtout, ils se déforment. Ça touche les déformations et les fissures touchent les côtes, le bassin et les membres inférieurs. Donc, je vous ai dit, c'est l'équivalent du rachitisme chez l'enfant. Donc, c'est une maladie qui est très rare en Occident. On n'en voit pas beaucoup d'ostéomalacie. Par contre, qui reste d'actualité dans les pays du tiers-monde, essentiellement notre pays aussi. Donc, cela est dû au manque d'exposition au soleil et surtout aux apports vitaminiques qui sont très bas. Ça peut toucher n'importe quel âge et il y a une prédominance féminine de l'ostéomalacie. Alors, avant d'aborder cette pathologie, il faut connaître le métabolisme de la vitamine D. Je viens de vous dire que c'est la cause la plus fréquente, le déficit en cette vitamine qui entraîne une ostéomalacie. Il faut savoir que l'origine de cette vitamine qui est primordiale, qui est très à la mode actuellement depuis la Covid-19, mais ça a toujours été une vitamine essentielle pour le renforcement des os, ça on le sait, même nos mères et nos grands-mères le savaient, donc il fallait prendre la vitamine D pour avoir des os plus solides. Il faut savoir que pour le métabolisme de cette vitamine, l'origine est d'origine alimentaire, donc le corps ne synthétise cette vitamine qu'au niveau de la peau, grâce au cholestérol et sous l'action des UV, ça synthétise la vitamine D, mais on a aussi une origine alimentaire. Et souvent, on a besoin d'apports afin de renforcer de cette vitamine. Donc, voilà, donc le métabolisme est, alors quand elle est synthétisée au niveau de la peau, on va voir ensemble un schéma. La forme qui résulte, c'est le cholécalciferol, donc de la vitamine D3 brute, qui n'est pas active. Donc, ce n'est pas la substance hormonale active, mais c'est plutôt cette vitamine D3, le cholécalciferol, doit subir des hydroxylations. La première au niveau du foie et la deuxième au niveau du rein. La première sous l'action de la 25OH vitamine D3, hydroxylase vitamine D3, et la deuxième hydroxylation se fait au niveau du rein sous l'action de la 1,25 hydroxylase vitamine D3. Elle permet la vitamine D, la fixation du calcium sur la trame protéique, la stimulation du remodelage
Oui, docteur, on vous entend. Ça s'est Très coupé bien. un moment. Et là, vous arrivez à suivre? Oui, oui. Donc, là, je vous ai mis un rappel sur le métabolisme de la vitamine D parce qu'il faut le connaître afin de comprendre les étiologies des osteomalacies et même de l'ostéoporose. D'accord? Donc, la vitamine D, je vous ai dit, est d'origine alimentaire, mais elle est synthétisée principalement au niveau de la peau. Donc, grâce au cholestérol, sous l'action des UV, des UV du soleil et certaines enzymes, il y aura la fabrication du cholécalciférol, la vitamine D3. Cette vitamine n'est pas active en fait sur le plan métabolique. Elle doit subir une double hydroxylation. La première au niveau du foie, donc le 25-CoH hydroxylase vitamine D3, et la deuxième au niveau du rein. Dès qu'on aura la deuxième hydroxylation, cette substance en fait qui est active, qui est intéressante pour le corps, et elle va agir au niveau de l'intestin afin d'augmenter l'absorption de calcium. Elle va agir aussi en stimulant, bien sûr, tout ça sous l'action et le patronage de la PTH, hormone indispensable pour la fixation du calcium aussi sur l'os. Donc, elle subit une hydroxylation au niveau du rein et cette forme active aussi va agir sur l'os afin de fixer le calcium et le phosphore et minéraliser l'os. D'accord? Donc, c'est tout un équilibre qui se fait entre l'action de la N25 dihydroxycholécalciférol et la parathormone ainsi que le calcium afin de minéraliser l'os et équilibrer aussi la calcémie. Alors, comment diagnostiquer l'ostéomalacie? Ça va jusqu'à présent? Oui, docteur. Très bien. Donc, sur le plan clinique, la découverte est le plus souvent fortuite, avec la généralisation du dosage de la calcémie dans les labos. Donc, on dépiste de mieux en mieux les syndromes ostéomalaciques parce que, en fait, le diagnostic se pose surtout sur la clinique et la biologie. Et au stade préclinique, maintenant, on arrive aussi à diagnostiquer les malades qui vont faire une ostéomalacie, qui sont déjà au premier stade, donc au stade d'hypocalcémie. Heureusement, donc on a de moins en moins de formes historiques d'ostéomalacie. On en voit en Algérie, surtout dans les régions oculées, etc. Donc, il nous arrive de voir des formes toujours historiques avec l'installation de la myopathie, les fractures, les déformations, etc. Malheureusement. Donc, la découverte est souvent fortuite lors d'un bilan de contrôle, malade qui consulte pour asthénie, fatigue, qui traîne une fatigue, qui traîne aussi des troubles dépressifs, parce que la calcémie, devant toute dépression, il faut penser et avoir à l'esprit que ce patient peut avoir une hypocalcémie, il faut doser sa calcémie. Donc, lors d'un bilan systématique, on peut découvrir ça, ou bien un malade qui consulte pour faiblesse musculaire inexpliquée, entraînant parfois des troubles de la marche, donc ce qu'on appelle une démarche dandinante, comme ça, des douleurs osseuses, donc un syndrome douloureux diffus, musculo-squelettique, les douleurs prédominent au niveau du rachis, des ceintures scapulaires et pelviennes, mais qui sont d'horaire mécanique. Donc, ça ne sous-entend pas une pathologie inflammatoire. Ou bien devant une fracture, si là, le diagnostic est tardif, donc dans les phases vraiment avancées, le patient consulte pour des fractures du col surtout, d'accord? Donc, on découvre une ostéomalacie. Donc, le bassin, les côtes, le fémur surtout, et les déformations dans les formes très sévères historiques où on a des formations du thorax en cloche ou en violon, les fractures et les déformations des vertèbres. On va voir tout ça ensemble. Alors, ça va? Oui, docteur. Voici une image de déformation, ça rappelle le rachitisme chez l'enfant. Chez l'adulte aussi, on a des jambes qui sont arciformes, donc déformation du tibia et du péroné qui sont mous, donc qui se déforment et peuvent se fissurer, on va voir à la radio.
On a aussi les déformations. Là, c'est un état vraiment avancé d'ostéomalacie avec amaigrissement, asthénie, fonte musculaire. Donc, c'est un indien. Donc, ça sous-entend quand il y a des conditions socio-économiques défavorables, on va voir des formes très, très graves d'ostéomalacie avec altération de l'état général, anémie profonde, syndrome de malabsorption profond, etc. Alors, sur le plan biologique, tout le diagnostic d'ostéomalacie se base sur la biologie. Vous avez vu, les signes cliniques peuvent être en commun avec d'autres pathologies, telles que les fractures, faiblesse musculaire, asthénie, c'est vaste. Hein. Donc, c'est la biologie qui tranche et nous donne typiquement, dans un syndrome ostéomalacique ou une ostéomalacie, un tableau d'hypocalcémie. Donc, il faut retenir ça, c'est des questions de QCM. Donc, hypocalcémie associée à une hypophosphorémie. Hypocalciurie, donc quand on dose le taux de calcium dans le sang et dans les urines, c'est vraiment bas. Ça sous-entend qu'il y a une malabsorption de calcium qui est due soit à une chute de calcium, c'est rare, mais plus souvent c'est dû au déficit de vitamine D. Rappelez-vous que c'est la vitamine D qui orchestre l'absorption du calcium dans les intestins. Donc, si on n'en a pas, soit parce qu'il y a un déficit d'apport, soit un déficit de synthèse, soit un catabolisme de la vitamine D, un problème d'hydroxylation, etc. Rappelez-vous de la physiopathe, je vous ai expliqué le schéma. Donc, s'il y a un problème avec la vitamine D, il n'y aura pas d'absorption de calcium, il y aura une fuite, il y aura plutôt une baisse d'absorption, puis après, il n'y en a plus rien. Donc, on aura une baisse au niveau du sang. Le rein va essayer de compenser en réabsorbant le calcium. Donc, le premier signe, c'est l'hypocalciurie des 24 heures. Puis, le rein est dépassé, donc il n'y a plus de calcium. Il y aura l'installation d'hypocalcémie sanguine et le phosphore qui va suivre avec une hypophosphorémie. La vitamine D3, bien sûr, sur le plan biologique est basse. On aura une élévation des phosphatases alcalines. En fait, parce que les ostéoblastes vont essayer de produire encore plus. Les phosphatases alcalines sont un marqueur d'activité des ostéoblastes. Rappelez-vous, les ostéoblastes sont des cellules qui synthétisent le tissu ostéoïde. Donc, quand il y a une hypocalcémie, ces ostéoblastes essayent de construire encore plus d'os. C'est un processus qui est réflexe, mais qui est défaillant en fait, parce que plus ils vont synthétiser le tissu ostéoïde, celui-là ne sera pas minéralisé, donc il ne servira à rien en fait. Voilà. Ça va juste induire des déformations plutôt qu'un os solide. Et là, les phosphatases sont élevées, sont un signe d'hyperactivité des ostéoblastes qui essayent de combler un petit peu cet os qui n'est pas, de le renforcer, qui n'est pas costaud. Là aussi, on a donc la PTH élevée, surtout dans les phases avancées. Au début, on peut avoir un taux de PTH parathormone normal, mais avec le temps, la parathormone avec l'hypocalcémie, rappelez-vous des cours d'endocrino, enfin des bases de l'endocrinologie. Donc, quand on a une hypocalcémie, le calcium est très important comme ion dans tous les métabolismes, principalement musculaires et neurologiques. Donc, le corps va réagir, il va sécréter de la parathormone et cette parathormone va essayer d'augmenter l'absorption de calcium et de maintenir une calcémie normale. Mais à un certain moment, ça ne marche plus et la glande va encore sécréter pour rien. En fait, la parathormone, et on aura une hyperthyroïdie secondaire qui va s'installer. Bon, le plus important pour vous, c'est de garder à l'esprit cette association d'hypocalcémie, hypophosphorémie, hypocalciurie, augmentation de phosphatase alcaline, qui est la signature de l'ostéomalacie pour le diagnostic. D'accord? Ça va? Oui. Très bien. Oui. Souvent, le tableau biologique est incomplet, donc vous pouvez avoir juste une hypocalcémie, une augmentation des phosphatases, vous pouvez avoir un taux de parathormone normal, une phosphatase pas très élevée, mais le signe majeur, c'est l'hypocalcémie et l'hypocalciurie. Donc, il faut garder à l'esprit aussi que devant tout trouble de la calcémie, que ce soit en hypo ou une hypercalcémie, il faut... Ça va? Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Oui. Éteignez vos micros, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, il faut savoir qu'il faut toujours, là aussi, c'est un piège lors des QCM et des dossiers. Donc, il faut toujours calculer la calcémie corrigée. D'accord? Ne pas se fier à la calcémie qu'on nous donne lors d'un dossier. Donc, calculer la calcémie corrigée, et cela se calcule à base de la calcémie mesurée, donc ce qu'on donne, et du taux d'albumine. D'accord? Si on a une malabsorption, donc on aura une hypoalbuminémie, et là, ça peut soit fausser une hypo, une hypercalcémie. Donc, il faut calculer toujours la calcémie corrigée. Sur le plan radiographique, dans l'ostéomalacie au début de la maladie, les radios peuvent être normales, mis à part une hypertransparence osseuse, d'accord? Parfois, on a un stade où il n'y a même pas l'hypertransparence osseuse, donc le stade d'hypocalcémie uniquement. Mais typiquement, sur les radiographies standards, on a une hypertransparence, donc une raréfaction, avec un aspect qui est flou. Je ne sais pas si vous voyez bien le cliché. Donc, c'est un aspect flou, un aspect de cliché sale, mal lavé. C'est exactement comme lors du rachitisme. Et on a des tassements vertébraux, en général, qui sont sous forme de vertèbres comme ça, en poisson, d'accord, avec des tassements biconcaves, des plateaux, d'accord, avec aspect biconcave comme ça des vertèbres. Et on a un signe qui est assez pathognomonique, et ça c'est au niveau des olents. C'est ce qu'on appelle, je vais vous montrer quelques exemples, les stries de Looser-Milkman. Donc, c'est des bandes qui sont radiotransparentes et qui sont perpendiculaires à la corticale, avec de la condensation de part et d'autre. Et ça siège surtout au niveau du bassin, les branches ilio-ischio-pubiennes, le col du fémur, les omoplates, la clavicule et les côtes. Donc, c'est surtout les os plats où on va trouver ça, et au niveau du col du fémur, on va trouver ces fissures, les stries de Looser-Milkman. On peut avoir comme je vous ai dit, dans les phases avancées de la maladie, des déformations parfois impressionnantes du bassin, en cœur de carte à jouer, des vertèbres avec des tassements biconcaves, etc. Donc, voici quelques clichés. Donc, c'est une radiographie du col du fémur. On a la tête, le col, et ça, c'est typique de strie de Looser-Milkman. Parfois, la découverte de cette maladie se fait sur les radios aussi. On n'a pas, par exemple, si on demande une radio pour des douleurs, etc., avant de faire le bilan, et on trouve ça, donc là, on lance un bilan biologique complet à la recherche d'ostéomalacie. Donc, c'est une bande radio transparente, d'accord, qui est perpendiculaire à la corticale de l'os atteint, et avec une condensation de part et d'autre. Donc, c'est typique, c'est une fissure de Looser-Milkman. Là aussi, c'est une autre fissure, une belle fissure au niveau du fémur. Alors, ce qui fait la différence entre fracture et fissure, c'est que la fissure touche une seule corticale. Alors que la fracture, ça se fracture de part et d'autre de l'os, donc les deux corticales. Là, la fissure, c'est une seule corticale qui est la corticale. Ça va? Est-ce que vous entendez? Oui, docteur, c'est clair. C'est bien, d'accord, ok. Une autre image de fissure de Looser-Milkman. Et là, c'est carrément une forme historique. Donc là, c'est pas, vous devinez, ce n'est pas des fissures de Looser-Milkman, c'est carrément une fracture des deux cols. On a eu des cas comme ça au service, on avait hospitalisé avec double fracture adressée de l'orthopédie. Ils pensaient que c'était une ostéoporose, alors que c'est une ostéomalacie typique. Quand on voit la déformation comme ça du bassin, on ne pense pas à une ostéoporose, mais plutôt à une ostéomalacie. Regardez ce bassin qui est déformé. L'ostéoporose ne déforme pas l'os, elle le fracture. D'accord, c'est un os qui est fragile et qui est qui se fracture facilement. L'ostéomalacie a cette particularité, c'est qu'elle déforme l'os plutôt qu'elle le fracture. Et à un certain stade, hop, ça ne tient plus et ça se fracture aussi. D'accord? Quand vous voyez des déformations comme ça au bassin, pensez plutôt à l'ostéomalacie qu'à une ostéoporose. Là, je vous ai dit, les vertèbres aussi se déforment et se tassent en tassement vertébral biconcave.
Et là aussi, c'est une forme avec plusieurs fissures, comme vous voyez ici, au niveau du col, les branches ischio-pubiennes. Alors, le trou obturateur, le cadre obturateur des bassins, c'est des sièges très fréquents de stries de Luther-Milkman. Donc, le col, les diaphyses et surtout les trous obturateurs. Et regardez la déformation, une belle déformation en cœur de carte à jouer. Comme ça, un cœur de carte à jouer du bassin dans les formes historiques. Ça va jusqu'à présent? Oui, vous êtes là. D'accord. Alors, autre imagerie. En principe, la biologie, en général, la biologie et la radiographie nous permettent, ainsi que la clinique, bien sûr, de poser le diagnostic d'ostéomalacie. On a rarement besoin de d'autres moyens d'imagerie, donc ce n'est pas vraiment nécessaire. La scintille osseuse n'est pas nécessaire, mais elle peut montrer une hyperfixation des fissures. L'ADMO, là aussi, n'est pas nécessaire, mais si on la pratique, on trouve une baisse, bien sûr, vous l'avez deviné, du T-score ou bien du Z-score chez le sujet jeune, inférieur à moins 2,5. C'est normal parce qu'on a une baisse de la minéralisation de l'os. Alors, donc le diagnostic positif se fait sur la clinique, les signes radiographiques et la biologie, l'histologie n'est pas nécessaire. Il nous reste 10 minutes. Waouh! Donc, les diagnostics différentiels, on a les ostéopathies bénignes, telles que l'ostéoporose, l'hyperpara, et aussi malignes aussi, maladie de Calère, métastase osseuse. Et là, c'est les bilans biologiques et les arguments radiographiques qui feront bien sûr la différence entre ces différentes pathologies. Alors, les étiologies des ostéomalacies sont vastes, dominées par le déficit en vitamine D, c'est la première étiologie de cette maladie. On a ostéomalacie carentielle commune, ce qu'on appelle les ostéomalacies carentielles. C'est en fait un diagnostic d'élimination. Donc, il faut vraiment chercher les autres étiologies d'ostéomalacie afin de retenir celles par déficit en vitamine D. Le plus souvent, c'est une carence liée à un manque d'ensoleillement, donc une anélie, un manque d'exposition au soleil. Même dans les pays occidentaux, ils ont un sous-problème lié à la modernité, la vie moderne, la vie contemporaine. On s'expose très peu, donc on sort le matin très tôt afin de rejoindre nos boulots, et puis on sort le soir très tard. Donc on rate vraiment la phase au milieu de la journée où le soleil et les UV sont les plus efficaces sur la peau. C'est pour ça que la carence est mondiale en vitamine D. Plus rarement, on a des carences alimentaires, donc des défauts d'apport en calcium et en vitamine D3 et en cholestérol aussi qui peuvent donner ça. Autre cause, la maladie cœliaque, c'est la cause dominante d'ostéomalacie dans notre pays. La plupart des ostéomalasiques font des cœliaques qui sont non diagnostiquées. Donc, c'est une maladie qu'on recherche en fait systématiquement chez nous devant tout syndrome ostéomalasique, hypocalcémie, phosphatase élevée. Fibroscopie s'impose avec dosage d'anticorps de la maladie cœliaque. Et deuxième pathologie par ordre de fréquence est la maladie de Crohn. Donc, c'est une maladie qui peut donner une malabsorption aussi de calcium et de vitamine D et donc l'installation d'une ostéomalacie. Pour les autres étiologies, on a par trouble du métabolisme de la vitamine D. Donc, on a vu le déficit en vitamine D. Là, c'est le trouble du métabolisme. Donc, la vitamine D est là, mais elle est mal métabolisée. Donc, il y a un déficit, soit enzymatique, qui est génétique. Rappelez-vous qu'en fait, la vitamine D3 en elle-même n'est pas active. Il faut une double hydroxylation au niveau du foie et du rein pour qu'elle soit active et efficace. Alors, ça sous-entend que si on a un problème hépatique, insuffisance hépatique, etc., défaut d'hydroxylation, et donc, on n'aura pas une forme active. Donc là aussi, on tombe dans l'ostéomalacie. Si on a une insuffisance rénale, alors les insuffisants rénaux chroniques font souvent des syndromes ostéomalasiques avec hypocalcémie, etc. Pourquoi? Les troubles du métabolisme phosphocalcique. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut d'hydroxylation de la vitamine D et donc on doit les supplémenter, non pas par de la vitamine D simple, mais plutôt par les formes actives. Et ça existe, c'est ce qu'on appelle le 1-alpha par exemple, et même le 1,25-OH-D3, ça existe sous forme de comprimé. Pas chez nous, par exemple. Malheureusement, on avait le 1-alpha, mais maintenant on a de moins en moins, difficilement à trouver, et donc on les supplémente avec ces formes actives plutôt qui coûtent beaucoup plus cher.
Il existe aussi des ostéomalasies dites vitaminorésistantes, c'est comme les rachitismes, et là c'est très compliqué, c'est un monde où on a des défauts de récepteurs, des anomalies des récepteurs de la vitamine D3. Donc même si on a une forme active, on a la M25OH dans le sang, mais avec le problème des récepteurs de la vitamine D3, donc il n'y aura pas d'activation, il y aura un défaut de fonctionnement. Autre étiologie, l'hypercatabolisme de la vitamine D3. Donc, on a la forme active, mais qui est rapidement détruite, provoquée principalement par les médicaments, certains médicaments inducteurs enzymatiques, tels que les épileptiques, par exemple, sous barbiturique, font beaucoup d'ostéomalacie, de syndrome ostéomalacique. Les malades sous rifampicine risquent aussi au long cours, comme antituberculeux, risquent aussi de faire des ostéomalasies, les antiépileptiques, etc. Voilà. Autre étiologie, les ostéomalasies par déplétion phosphatée, c'est très rare, qui sont dues à une fuite rénale de phosphore dans le cadre de pathologies rénales telles que les tibulopathie, syndrome de Fanconi, diabète phosphaté, oncogénique, ou certains malades sous traitement de ténofovir. Donc là, c'est vraiment des étiologies très rares d'ostéomalacie. Voilà. Pour les traitements, se base surtout en cas d'ostéomalacie par carence en vitamine D3 sur le traitement, corriger le déficit et la concentration en vitamine D3, donc supplémenter. Donc, on incite le malade à s'exposer au soleil suffisamment et d'avoir une ration alimentaire suffisante en vitamine D3. Donc, on a l'huile de foie de morue, le lait de vache, le jaune d'œuf, le beurre, la margarine, tout ça, le poisson, c'est riche en vitamine D3. Et le calcium, donc on supplémente le malade ostéomalasique par calcium 500 mg de comprimé par jour. La vitamine D3, on la donne bien sûr selon un schéma bien codifié. On utilise souvent des ampoules, la vitamine D3 bon, en 200 000 unités qui est disponible dans notre pays. Et on donne en fonction de l'hypocalcémie. Si elle est vraiment profonde, on peut donner 2 ampoules par semaine jusqu'à avec malade hospitalisé, bien sûr, avec surveillance de la calcémie et de la cassiurie jusqu'à une normalisation de ces 2 paramètres. Puis après, on commence à espacer tous les 15 jours, puis tous les mois. Et puis, on donne une ration, un traitement d'entretien à base de calcium et de vitamine D3 jusqu'à guérison des lésions sur les radiographies et normalisation stricte du bilan phosphocalcique. Avez-vous des questions? Hello? Pas de questions, docteur. Pas de questions. Donc, il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas si je pourrais finir l'ostéoporose. Vous ne voulez pas envoyer un autre lien? Si, je vais créer un. Voilà, essayez de le créer, comme ça on fera l'ostéoporose. Il nous reste juste l'ostéoporose. D'accord? D'accord. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Une définition bien précise cytométrique de l'ostéoporose. Donc, si on fait une DMO et on la trouve supérieure à moins 2,5, donc moins 1 ou de 0 ou supérieur à moins 1, là, on parle de DMO normale. Si la DMO est entre moins 1 et moins 2,5, on parle d'ostéopénie. Si la DMO, en fait, le T-score est inférieur à moins 2,5, là, on parle d'ostéoporose. Si on a une DMO inférieure à 2,5 avec fracture, là, on parle d'ostéoporose sévère. Alors, quel est l'intérêt de la question? Pourquoi on aborde l'ostéoporose? Parce qu'en fait, on a une surmorbidité. Donc, si on a un patient qui fait une ostéoporose, il y a un risque, s'il se fracture les vertèbres ou encore plus l'extrémité supérieure du fémur, il a des risques d'avoir des comorbidités, troubles respiratoires, troubles cardiovasculaires. En fait, après une fracture du col, on a un risque de mortalité qui est de 50% dans les 3 années qui suivent la fracture du col du fémur. Donc, vous imaginez que c'est énorme.
Donc, sur le plan épidémiologique, c'est un réel problème de santé publique, l'ostéoporose. Pourquoi c'est une pathologie qui est très fréquente? Ça touche 30% des femmes, de plus de 50%. Alors, il faut savoir que ce n'est pas toutes les femmes ménopausées qui vont faire une ostéoporose, pas du tout. Il y en a qui ne font pas, 70% ne feront pas d'ostéoporose. Tout simplement, c'est lié à des facteurs génétiques, au capital osseux acquis au cours de l'enfance et l'adolescence surtout. Donc, si cette femme a un bon capital osseuse, elle n'aura pas d'ostéoporose. Mais plus de 30% des femmes de plus de 50 ans, donc les ménopausées, feront une ostéoporose et donc avec un risque de fracture élevé. C'est une pathologie qui est rare, mais qui existe chez l'homme. Donc, à partir de 70 ans, on a ce qu'on appelle l'ostéoporose sénile. Il n'y a pas que l'ostéoporose postménopausique, il y a aussi l'ostéoporose sénile qui est due au vieillissement, tout simplement, et là, qui touche les femmes et les hommes du même ordre de fréquence. Donc, nombre des patients ostéoporotiques aussi qui développent une fracture vertébrale ou une fracture du col du fémur. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un problème de santé publique. Et je vous ai dit, la mortalité de la fracture du col du fémur à 3 ans est de 50%. Donc, la moitié des malades qui se fracturent et qui sont mal pris en charge meurent au bout de 3 ans, d'accord, d'évolution. Donc, c'est énorme. Qui fait de cette maladie importante à dépister, qu'elle soit importante à dépister. Donc, l'ostéoporose primitive est fréquente, heureusement, c'est la cause la plus fréquente chez la femme, la postménopausique, la primitive, qui est liée à l'âge et surtout à la ménopause, donc à la déplétion des oestrogènes. On a aussi l'ostéoporose secondaire, qui est due à des étiologies le plus souvent endocriniennes, donc l'hypercorticisme, le Cushing, l'hypogonadisme chez l'homme, l'hyperthyroïdie, d'accord, et des causes métaboliques aussi, le Crohn, l'RCH. Rappelez-vous que ces maladies peuvent donner des malabsorptions de calcium, etc. Donc, soit une ostéomalacie, soit une ostéoporose. Les grands fumeurs, surtout les alcooliques, peuvent avoir une ostéoporose, que ce soit chez la femme ou l'homme. Et certaines maladies génétiques, telles que la maladie de Lobstein, c'est une maladie très, très, très intéressante. Bon, on en a eu pas mal d'enfants au service qui présentent des maladies de Lobstein. C'est ce qu'on appelle la maladie des os de verre. Donc, c'est des enfants qui ont des os qui sont transparents comme du verre sur les radios, qui sont hyper fracturaires. Ils font 3-4 fractures par semaine parfois, d'accord? Et on les traite actuellement par des médicaments qui sont efficaces, qui sont les bisphosphonates. Voilà. C'est pour vous dire que ça fait partie du groupe des ostéoporoses secondaires. Et aussi, les malades qui prennent des corticoïdes développent aussi ce qu'on appelle l'ostéoporose post-cortisonique. C'est la deuxième cause la plus fréquente d'ostéoporose après la primitive. Donc, gardez à l'esprit, malades sous corticoïdes, risque élevé d'ostéoporose post-cortisonique. Avez-vous des questions? Non, docteur. D'accord. Donc, le remodelage osseux, et ce qu'il faut savoir, je vous ai dit, pour comprendre les pathologies, quel que soit le module ou quel que soit le chapitre en médecine, il faut avoir une base sur la physiopathologie, c'est très important. Donc, le remodelage osseux est un équilibre entre la résorption et la formation. On a les ostéoblastes qui forment, les ostéoclastes qui résorbent l'os ancien afin que les ostéoblastes sécrètent l'os jeune, donc qui sera minéralisé, donc qui sera beaucoup plus solide. Donc, c'est un éternel équilibre entre la résorption et la formation. La masse osseuse, il faut la voir qu'elle évolue avec l'âge. Donc, on a c'est comme une courbe de Gauss avec au début la formation du capital osseux, puis à un certain âge, avec l'âge adulte, il y aura une stabilisation de la construction de la masse osseuse. Et puis après la ménopause, on a chute de cette masse osseuse. Entre 20 et 30 ans, pic de la masse, 35-40 ans, maintien du pic en plateau. Et après 40 ans, on a une perte osseuse qui est plus ou moins rapide en fonction des hormones qui restent et en fonction des facteurs génétiques. Donc, ce qu'il faut savoir et apprendre par cœur sont les facteurs d'ostéoporose, avec la stis mnémonitique qui est fracture. Donc, on a les antécédents familiaux, on a plus de risques de faire une ostéoporose si on a des antécédents familiaux d'ostéoporose.
La race aussi, caucasienne et asiatique, font plus d'ostéoporose que le reste du monde. L'âge élevé, c'est clair, plus on est âgé, plus l'os se vide. Le sexe féminin, oui, quand on est une femme, on a plus de risques de faire une ostéoporose. La carence oestrogénique, donc même les femmes qui ont eu une ablation des ovaires ou une hystérectomie totale pour n'importe quelle raison risquent de faire une ostéoporose précoce. On a aussi les sujets de petits de taille qui sont chétifs, donc avec BMI bas, risquent de faire une ostéoporose plus que les obèses. Aussi, les malades, les patients sous alcool ou tabac, donc c'est un facteur de risque d'ostéoporose. Les régimes, c'est clair, pauvres en calcium ou en vitamine D, de la même façon que la malabsorption, donc on a un risque d'ostéoporose. Les endocrinopathies, surtout l'hyperthyroïdie et l'hyperparathyroïdie, l'hypercorticisme, tout ça sont des facteurs de risque d'ostéoporose. Et bien la sédentarité aussi est un facteur de risque d'ostéoporose. Il faut connaître aussi ce qu'on appelle les facteurs de risque de chute, parce qu'en fait, l'ostéoporose est une maladie silencieuse. Contrairement à l'ostéomalacie, on a vu dans les signes cliniques l'asthénie, les douleurs osseuses, la faiblesse musculaire. C'est dû en fait aux troubles ioniques, aux troubles du métabolisme phosphocalcique. Dans l'ostéoporose, tout est normal. C'est une perte de la masse et non pas de problème ionique. Donc là, c'est une maladie qui est silencieuse, qui ne donne pas de douleur, sauf s'il y a fracture. C'est pour ça qu'il faut dépister les facteurs de risque de chute. Donc, elle ne donne pas de complications, sauf s'il y a fracture. Et qui dit fracture dit chute, accident ou chute, mais surtout la chute chez le sujet âgé. C'est pour ça qu'il faut apprendre par cœur les facteurs de risque de chute afin de les corriger. Quels sont les facteurs de risque de chute chez le sujet âgé? C'est un sujet qui est sous traitement sédatif, qui présente des troubles neurologiques, d'accord, des troubles cognitifs, moteurs, un parkinsonien, une dégénérescence sénile, des troubles des fonctions supérieures, ce qu'on appelait une démence. Maintenant, on ne dit plus démence, on dit troubles neurocognitifs. Démence, c'est moche à dire, hein, d'accord, en médecine. Donc, on l'a remplacé plutôt par troubles neurocognitifs. Et les facteurs de risque de chute aussi, tels que les troubles de la vue et les facteurs d'environnement. Donc, si le sujet habite dans une maison qui contient beaucoup d'escaliers, par exemple, c'est un facteur de risque de chute et donc de fracture dans l'ostéoporose. Et la correction de tous ces facteurs de risque font partie du traitement aussi. Voilà. Donc, sur le plan clinique, les circonstances de découverte, je vous ai dit, c'est une maladie silencieuse. Ça va jusqu'à maintenant? Hello? Oui, docteur, ça va. Oui, docteur. Donc, je vous ai dit que c'est une maladie silencieuse. Donc, avant la première fracture, on ne sent rien, le malade ne sent rien du tout, tel que la diminution de la taille de plus de 3 cm. En général, c'est des vieilles qui vous disent, docteur, j'ai remarqué, c'est exactement ça ce que les patients vont vous dire, ostéopathique. Pourquoi? Parce qu'il y aura détassement et donc une syphose dorsale qui est due aux fractures des vertèbres, et puis après, donc, ce qui fait que le djibat, il est plus long que d'habitude, et le malade vous dit, j'ai remarqué que j'ai diminué de taille, je suis encore plus petit. Aussi, parfois, c'est l'apparition de la syphose dorsale, et quand on a fracture vertébrale, bien sûr, on aura mal, donc des rachialgies, des douleurs du rachis aigu, révélant des fractures. Parfois, ça fait très, très mal quand il y a un tassement vertébral aigu. Les fractures périphériques, c'est clair, si le malade se fracture un membre, donc il aura mal. Et là, c'est une circonstance de découverte très fréquente aussi de l'ostéoporose. Souvent, suite à un traumatisme mineur, bien sûr, accident de la voie publique, c'est clair que tous les êtres humains peuvent se fracturer. Mais là, s'il y a une chute domestique avec réception sur le poignet ou réception sur le bassin qui fracture le col du fémur, donc ça sous-entend qu'il y a une fragilité osseuse.
Les sièges, en général, sont l'extrémité distale du radius, donc le poignet, l'extrémité supérieure du fémur, le col, supérieur de l'humérus, donc l'épaule, les côtes, ça se fracture dans l'ostéoporose, c'est très fréquent, le bassin, le sacrum et les métatarses. Certains os ne se fracturent jamais par ostéoporose, tels que les phalanges ou les os du carpe ou les os du tarse. D'accord? Si ça se fracture, ce n'est pas l'ostéoporose, c'est autre chose. Une DMO basse suite à un examen effectué devant une hypertransparence osseuse avec facteur de risque d'ostéoporose. Par exemple, si vous avez un malade qui est depuis des années sous corticoïdes, là, vous faites une DMO de dépistage et vous trouvez une ostéoporose densitométrique. Donc là, vous posez le diagnostic aussi, bien sûr, après élimination de d'autres maladies, donc bilan biologique normal. Sur le plan clinique, il n'y a pas grand-chose dans l'ostéoporose. On a parfois, chez les vieilles, bien sûr, on remarque une hypercyphose, comme vous voyez ici, une hypercyphose dorsale. Je vous ai dit diminution de la taille, raccourcissement du tronc, cyphose, gibbosité et accentuation des plis cutanés, ce qu'on appelle le signe du sapin. Donc, quand vous voyez de dos le malade, vous avez plusieurs plis cutanés qui apparaissent sous forme de sapin. Voilà. C'est dû bien sûr à l'hypercyphose et donc raccourcissement du tronc et des plis cutanés qui sont là. Alors, à la palpation, on peut avoir une douleur exquise à la pression des apophyses épineuses rachidiennes, surtout au niveau des vertèbres tassées. Et on peut avoir aussi un syndrome rachidien avec raideur, contracture des muscles paravertébraux et limitation. L'examen somatique est strictement normal. Sur le plan biologique, alors par définition, la biologie dans l'ostéoporose est sans anomalie. S'il y a la moindre anomalie, il faut rechercher une ostéoporose secondaire. Donc, ostéoporose primitive, bilan biologique strictement normal, notamment phosphocalcique aussi. Donc, en général, devant toute baisse de la densitométrie osseuse, on demande une formule VSCRP, recherche syndrome inflammatoire. On fait un dosage de la calcémie, de la phosphorémie, des phosphatases alcalines, la calciurie, la phosphaturie, donc bilan comme une osteomalacie qui reviennent normaux. Bilan rénal, électrophorèse des protéines sériques et protéinurie des 24 heures. C'est le bilan de base qu'on demande en première intention. Et puis après, en fonction des résultats et des signes cliniques, on complète par le dosage de la parathormone, bilan endocrinien, les marqueurs de remodelage, etc. D'accord? Avez-vous des questions? Hello? Hello. Alors? Non, en principe, il n'y a pas de question. D'accord, tout est clair? Oui. Khadija, Djidja, alors Tarek, Afnan, Galaxy J6. Elle est maligne celui-là, il est malin, Galaxy J6. Vous pouvez poser par quel mécanisme on a une ostéoporose chez la femme? Alors, je vous ai dit, chez la femme, après la ménopause, il y a une chute hormonale des oestrogènes. Ces hormones, les oestrogènes, protègent l'os et rentrent dans l'équilibre, en fait, dans la stimulation des ostéoblastes et des ostéoclastes. Donc, quand on a un déficit hormonal, déficit notamment en oestrogènes après la ménopause qui est physiologique, donc il y aura baisse de l'efficacité de production de l'os par les ostéoblastes et les ostéoclastes. Vous voyez? Et donc, raréfaction, ostéoporose, etc. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et bien sûr, il n'y a pas que la baisse hormonale qui va donner l'ostéoporose, il y a aussi des facteurs génétiques. Certaines familles, génétiquement, font plus d'ostéoporose que d'autres. On ne sait pas pourquoi, mais c'est le codage ADN. Aussi, si la femme, déjà avant la ménopause, n'avait pas une bonne masse osseuse, donc elle n'a pas eu, il y en a des femmes qui n'aiment pas prendre les produits laitiers, qui ne s'exposent pas au soleil, etc., durant leur jeunesse. Donc, ça sous-entend qu'à un âge plus avancé, leurs os ne seront pas de bonne qualité, si vous voulez, et après la chute des oestrogènes, c'est encore pire. Voilà, c'est surtout ça les causes chez les femmes, en dehors bien sûr des prises de certains médicaments tels que les corticoïdes ou bien des femmes qui ont des problèmes endocriniens, etc., qui se surajoutent. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque d'ostéoporose. Mais déjà, à l'état femme en bonne santé apparente,
si elle n'a pas un patrimoine génétique costaud sur le plan osseux, donc elle peut avoir de l'ostéoporose. Et si déjà sa masse osseuse n'est pas très bonne, donc elle fera une ostéoporose un peu plus que les autres. Voilà. D'autres questions? User PC, Ikram, Khadija? Non? D'accord, on va avancer. Sur le plan imagerie. Alors, l'imagerie, par contre, dans l'ostéoporose, on va trouver des choses. Donc, surtout, devant toute suspicion, on fait une radiographie du rachis, du bassin, et puis après bien sûr, en fonction de la clinique. Donc, raréfaction osseuse, c'est l'imagerie, enfin, le signe radiographique le plus fréquent. Hypertransparence avec une netteté, on va voir quelques exemples, des contours osseux avec un aspect peigné des vertèbres. C'est tellement rarifié. Rappelez-vous des travées trabéculaires, ils sont tellement fins que ça nous donnera un aspect qui est peigné, voilà, des vertèbres sur la radiographie de profil. Et on recherche surtout sur une radio les fameux tassements vertébraux, donc les fractures, avec, on les cherche surtout, le siège le plus fréquent, c'est la charnière dorso-lombaire, donc la jonction entre le rachis dorsal et le rachis lombaire, surtout là, et au niveau du rachis lombaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau du rachis lombaire, je l'ai dit lors des TD, le rachis lombaire est un rachis qui est mobile, donc qui bouge beaucoup. Et là, si les vertèbres sont déjà fragiles, ostéoporotiques, ils se fracturent facilement. Voilà. Donc, c'est là où on les cherche, c'est la jonction dorso-lombaire et le rachis lombaire. Le rachis dorsal est stable par la cage thoracique. Les types de tassements, il y a plusieurs types et plusieurs degrés aussi. On a les tassements cunéiformes, les tassements biconcaves, les tassements galettes, donc complets, la vertèbre qui est complètement fracturée. Et bien sûr, il faut, en dehors des signes de malignité, parce que si on a un tassement vertébral, il faut rechercher les signes de malignité, effacement du cortical, rupture du mêle postérieur, atteinte de l'arc postérieur, tout ça, ça ne fait pas partie de l'ostéoporose. Donc, c'est l'ostéoporose dans des fractures avec respect du membre postérieur et respect des corticales. Voilà. Au moindre doute, on complète par scintille et surtout TDM et IRM pour explorer la rachis. Donc là, c'est des radiographies d'un rachis ostéoporotique. Donc, c'est un os qui est très déminéralisé, regardez, avec une corticale qui est bien délimitée. C'est ce qu'on appelait, ce que vous voyez ici en blanc, la corticale, ce qu'on appelait avant le liseré de deuil. On dirait que c'est dessiné par un crayon, d'accord? C'est très bien, c'est par un stylo, un crayon, que c'est bien dessiné. C'est le contraste, en fait, entre ce qui reste de cortical, vertébral et l'hypertransparence de l'os trabéculaire à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est un rachis avec plusieurs types de tassements. Là, c'est un tassement biconcave, presque en galette, d'accord? Là, c'est un tassement qui est complet, voilà, en galette. Et là, c'est un effondrement du plateau supérieur, plutôt de la vertèbre. Donc, c'est un tassement moins de 50%. Là, c'est un tassement cunéiforme, d'accord? Voilà, on peut avoir un seul tassement ou plusieurs tassements étagés. Là, par contre, c'est un os ostéoporotique cortical avec une fracture pertrocantérienne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, je vous en prie. Alors, j'ai enregistré la séance. Est-ce que je la diffuse pour les étudiants qui n'ont pas pu assister ou je la supprime? Je suis comme vous voulez, hein. Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Je n'ai pas de problème. Donc, la DMO. Alors, la DMO, l'absorption-métrie biphotonique à rayon X, est une technique qui est très maintenant, très intéressante comme technique pour le dépistage des ostéoporoses. Attendez, j'ai un message aussi. Référence pour évaluer sa précision et de sa reproductibilité. En fait, c'est maintenant tous les services de rhumatologie et de radiologie aussi sont équipés de cette machine qui nous permet de dépister rapidement et avec un faible dosage de rayon X, donc très peu irradiante en fait, de dépister cette maladie fréquente qui, je vous ai dit, constitue un réel problème de santé publique.
En fait, on mesure la densité de l'os ou la densité minérale osseuse au niveau de deux sites, le rachis en L1 et L4 et la hanche. Et ça permet un diagnostic et un suivi des malades sous traitement, etc., et même en dehors des traitements. Donc, c'est un examen qu'on répète en général tous les 2 à 3 ans afin de suivre les patients osteoporotiques. Les indications, on a des indications bien précises de l'ostéométrie selon la AS. Et parce qu'ailleurs en Europe, cet examen est remboursé par la sécurité sociale, donc on n'a pas le droit de le demander à droite et à gauche sans être justifié. Il y a des indications bien précises. Si on a des antécédents de fracture par fragilité osseuse, donc dans la famille, par exemple, une mère ou une grand-mère qui a fait déjà des fractures du col, etc., ou des tassements vertébraux, donc avec des kyphoses, là, on dépiste après la ménopause systématiquement chez les descendants. Pathologie ostéopéniante, par exemple endocrinopathie, une maladie de Cushing, ou qui sont sous traitement hormonal aussi après cancer du sein, donc des traitements ostéopéniants qui peuvent donner une ostéoporose. Là, on fait, ou bien sous corticoïdes, on fait une DMO de dépistage systématiquement. Les femmes ménopausées en présence d'au moins un facteur de risque, donc antécédent de fracture du col chez un parent du premier degré, je vous ai dit. Le BMI qui est inférieur à 19, donc ménopausée maigre, il faut une densitométrie. Ménopause précoce, donc avant 40 ans, là, on fait une densitométrie. Corticothérapie prolongée, donc plus de 3 mois de prise de corticoïdes, il faut une densitométrie. Alors, ou bien quand on arrête un traitement anti-ostéoporotique pour s'assurer que ça a été efficace et que ça a été au moins stabilisé, et quand on suit, bien sûr, une ostéoporose qui est non traitée. Les traitements, donc les traitements non pharmacologiques, on doit corriger toute carence vitamino-calcique, surtout la carence en vitamine D est très fréquemment associée à l'ostéoporose. Donc, on recommande une alimentation qui est riche en calcium et l'exposition au soleil. On réduit le risque de chute. Rappelez-vous des facteurs de chute, c'est important pour que le malade tout simplement ne se fracture pas. On lutte contre les substances toxiques telles que le tabac et la sédentarité et on limite l'activité sportive, on favorise l'activité sportive régulière. Voilà. Les traitements pharmacologiques, on a plusieurs substances molécules qui sont très, très efficaces contre l'ostéoporose actuellement. Ces médicaments n'ont montré leur efficacité que lorsqu'ils sont associés à une supplémentation vitamino-calcique. On ne donne pas de bisphosphonate seul. En général, on corrige le déficit en vitamine D et on donne périodiquement du calcium, pas tout le temps. Avant, on mettait systématiquement tous les patients ostéoporotiques sous calcium en continu, 12 mois sur 12. Maintenant, on s'est rendu compte que, surtout chez le sujet très âgé, le calcium peut induire des médiacalcoses avec des dépôts vasculaires de calcium. Donc, ce qu'on fait, c'est de donner des cures de 3 mois entrecoupées de phases de fenêtre thérapeutique de calcium. Voilà. Et la vitamine D, on entretient, c'est en continu par contre. Plusieurs molécules ont été utilisées contre l'ostéoporose, c'est que le raloxifène. Le raloxifène, c'est un modulateur des récepteurs des oestrogènes qu'on donne, surtout chez les femmes, sans bien sûr facteur de risque de cancer du sein, parce que ça risque de favoriser le cancer du sein. Donc, on fait toujours un bilan mammographie, etc., avant de mettre le raloxifène. Et ça diminue la survenue de fractures vertébrales. Ça agit en fait sur l'ostéoporose trabéculaire et non pas, ça ne protège pas le col. D'accord ? Alors, il y a le denosumab, première biothérapie de l'ostéoporose. C'est un anticorps monoclonal qui cible les cytokines clés dans la différenciation des ostéoclastes. Donc, les RONC ligands, il bloque les RONC ligands. Et c'est des injections. Ce qu'il faut savoir que le denosumab, c'est des injections subcutanées tous les 6 mois. Donc, c'est une molécule très pratique, très efficace aussi pour le traitement de l'ostéoporose. Il ne reste pas beaucoup.
Le tériparatide, en fait, c'est un fragment de la parathormone humaine. Ce n'est pas la parathormone directement comme hormone, c'est un fragment qui agit contre les ostéoclastes et qui est très intéressant. Plutôt, c'est anabolisant et qui stimule les ostéoblastes plutôt. Donc, c'est une molécule très intéressante dans l'ostéoporose trabéculaire. Les bisphosphonates, je vous ai mis les bisphosphonates seuls parce que c'est le groupe de molécules le plus utilisé dans l'ostéoporose. On a différentes formes qui se prennent per os en comprimé une fois par semaine ou bien en IV, très efficace, l'acide zoledronique, la Clasta, à 5 mg, une seule perfusion annuelle à répéter pendant 2 à 3 ans. Les indications, c'est en fonction du type d'ostéoporose. Dans la primitive fracturaire avec des fractures, primitive sans fracture avec facteur de risque, ou bien juste une ostéopénie avec facteur de risque. Il y a plusieurs recommandations. La post-cortisonique, plus de 7,5 mg par jour de corticoïdes pendant plus de 3 mois, là, il faut traiter. Les prescriptions, donc on a l'alendronate, cette forme, c'est le plus utilisé en Algérie, donc c'est des comprimés à 70 mg par semaine, un comprimé en une seule prise le matin à jeun, en position debout ou allongé pendant 30 minutes, en fait parce que ça risque de donner des reflux. Et c'est pour ça que c'est contre-indiqué en cas d'œsophagite ou d'hypocalcémie, bien sûr, mais surtout l'œsophagite, parce que si on a une œsophagite, ça risque de l'aggraver. Donc, c'est pour ça qu'on le donne à jeun et on demande aux patients de ne pas s'allonger pendant 30 minutes, c'est tout. Voilà. Il y a une question. Alors, est-ce que le traitement va permettre de stabiliser l'état du patient? Tout à fait. Le but des traitements ostéoporotiques, c'est de stabiliser la densité minérale osseuse. Dans certains cas, ça améliore même la densité minérale osseuse, mais ce n'est pas vraiment le but. Le but, ce n'est pas de corriger la DMO, pas du tout. Le but, c'est de la stabiliser, de ne pas s'aggraver, et surtout ne pas avoir de fracture. Parce que si le malade sous traitement se fracture, ça veut dire échec. Et là, il faudra changer de molécule anti-ostéoporotique. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, les modes d'action, ça en résumé. Donc, les bisphosphonates, en fait, bloquent la résorption osseuse. Ça agit sur les ostéoclastes, mais aussi, malheureusement, bloquent en partie la formation osseuse. Le dénosumab aussi, toutes les molécules, en fait, agissent sur les ostéoclastes, sauf le tériparatide qui agit surtout plutôt sur les ostéoblastes. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Alors, s'il vous plaît, si on trouve un tassement vertébral, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vous ai dit tassement vertébral, d'abord son siège. Si le siège est inférieur à D4, donc on est sujet ostéoporotique avec densité minérale osseuse basse. Donc, on voit l'aspect du tassement, si on a les caractéristiques de tassement bénin, l'aspect du membre postérieur, pas d'effacement cortical, etc. Là, il faut explorer sur le plan biologique et traiter, d'accord? Si on a des signes de malignité, au moindre doute, faites une TDM centrée sur le tassement ou bien une IRM du rachis. Pourquoi eau de robinet? Alors, parce qu'en fait, les bisphosphonates sont très sensibles à tout ce qui est minéral. Et quand il y a la pharmacodynamique et la pharmacocinétique est plus intéressante quand le malade boit le comprimé avec de l'eau de robinet plutôt que de l'eau de source qui est faible en minéraux. D'accord? Je pense que c'est purement pharmacologique. Hein? Voilà. Les indications. Une autre question. Je vous en prie. Les indications. Alors, prévention sur le plan préventif primaire post-ménopausique avant la première fracture. Donc, l'ostéoporose primaire post-ménopausique chez la femme, donc ménopausée, avec facteur de risque de fracture. Là, on met les bisphosphonates en première intention. On peut donner aussi ce qu'on appelle le traitement substitutif, des oestrogènes qui sont un petit peu abandonnés en fait. On les donne chez la femme surtout avec bouffée de chaleur. Donc, c'est vraiment un tableau particulier au début de la ménopause, etc. Si on a des troubles climatériques. Et s'il y a contre-indication ou refus, voilà, on préfère ce qu'on appelle les SERM. Je vous ai parlé du raloxifène. En fait, il fait partie de ce groupe de SERM. Donc, bisphosphonate première intention. Si pas possible de mettre les bisphosphonates, on peut mettre le raloxifène chez les femmes ménopausées précoces. Prévention primaire chez le sujet âgé. Donc, supplémentation, là,
par contre, pas de facteur de risque de chute, par exemple, de fracture, par exemple. On supplémente uniquement en vitamine D et en calcium et on prévient les chutes surtout. La prévention secondaire, c'est-à-dire après une fracture, on met bien sûr les bisphosphonates. Et on surveille, bien sûr, l'observance du traitement. Donc, si le malade réellement prend le traitement, la taille, la DMO, tous les 2 ans pour voir s'il y a eu stabilisation, voire amélioration de la DMO. Et au moindre fracture, bien sûr, s'il y a récidive de fracture, on déclare l'échec du traitement et on passe à une autre molécule, telle que le denosumab ou le teriparatide. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, je vais voir s'il y a une question, on traite tous les patients ou dans certains cas, les règles hygiéniques. Alors, s'il y a des facteurs de risque de fracture, rappelez-vous, donc là, oui, par exemple, antécédent de fracture ou bien une DMO très basse ou bien malade sous corticoïdes ou malade avec hyperthyroïdie, etc. Là, oui, donc association de plusieurs facteurs de risque d'ostéoporose. Là, on traite systématiquement, même avant la fracture. DMO très basse, inférieure à -3, là aussi, en général, on traite. D'accord, les règles ne suffisent pas. Mais si c'est une osteopénie sans fracture et sans facteur de risque de fracture, par exemple, là, les règles hygiéno-diététiques et la supplémentation en calcium suffisent, avec surveillance tous les 2 ans de la DMO. En cas de détection d'un tassement vertébral, quelle est la conduite à tenir? J'ai répondu à cette question avant. Je vous ai dit, s'il y a un tassement, on recherche les signes de bénignité de ce tassement. Si on a le moindre doute, on fait une TDM centrée unière. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, la survenue d'une fracture lors d'un traumatisme bénin ou la découverte d'une DMO qui est basse permet de poser le diagnostic d'ostéopathie fragilisante ou déminéralisante. En fait, c'est vaste comme pathologie. Donc, on fait une enquête, puis on fait une enquête étiologique qui va rattacher la cause à sa cause, ostéoporose le plus souvent, ou bien ostéomalacie, ou bien une affection maligne, dans le myélome multiple, l'hyperpara. On a vu tout ça dans les diagnostics différentiels. Ce qui est clair, c'est que ni une fracture par fragilité osseuse, ni une densité minérale osseuse basse ne suffisent à retenir un diagnostic d'ostéoporose. J'espère que vous avez bien compris ça. Si vous trouvez une DMO basse, ça ne veut pas dire que c'est une ostéoporose maladie. C'est une ostéoporose densitométrique. Il faut lancer l'enquête étiologique qu'on a vue ensemble. Je vous remercie. J'espère que c'était clair. Alors, s'il vous plaît, la déminéralisation sur la radio, comment différencier entre hypertransparence? Je n'ai pas compris votre question, parce qu'en fait, déminéralisation et hypertransparence, c'est la même chose. Hypertransparence, raréfaction osseuse sur la radio, on dit déminéralisation osseuse. D'accord? Voilà. C'est abandonner un petit peu le terme déminéralisation. On préfère utiliser le terme hypertransparence. Si vous avez une hypertransparence osseuse, donc une augmentation, l'os est plus noir. C'est ça, transparence, ça veut dire il est plus noir. C'est ça, il est plus clair. Là, on fait une DMO. Si on a une suspicion sur la radio, déminéralisation sur la radio, on fait une DMO pour confirmer la baisse de la minéralisation osseuse. Donc, une DMO basse, ostéoporose densitométrique. Là, on explore pour voir s'il s'agit réellement d'une ostéoporose maladie ou pas. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Avez-vous d'autres questions? Docteur, pouvez-vous m'envoyer la diapo après? Quel diapo? Le support, ça va. Le PowerPoint sera mis sur la plateforme. Il n'est pas encore mis sur la plateforme de la fac. On a un drive, donc est-ce que vous pouvez m'envoyer pour que je puisse le... Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'espère que ça va passer. Je vous en prie. Voilà. C'est tout? Docteur. Ok, allez, bon courage à vous et très bonne carrière, Inch'Allah. D'accord? Bon courage pour l'examen aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà.